Je suis de retour. Bonjour à tous. Bonjour Perrin. Oui. Euh, c'est une vidéo qui va être un peu pénible, je pense, parce que j'en ai dans tous les sens. J'ai pas vraiment de trucs. J'avais commandé des trucs, je les ai pas reçus, mais j'ai l'impression que j'ai tellement de choses à dire. Il faut que ça sorte. Donc c'est vraiment. Qu'est-ce que vous m'avez foutu là? Ça vous amuse ça? C'est lui dans le cercle. Nommé en avril 71, deuxième secrétaire d'ambassade à Stockholm, où il continue de se spécialiser dans les questions financières et économiques. Condorman, c'est pas Condorman. Moi, je remercie Thierry. Oui, Perrin, non, vous, on ne vous remercie pas. Thierry pour m'avoir envoyé ce Banjoman. Effectivement, Condorman, on connaît, mais Banjoman. En fait, c'était un film, un concert hommage à Earl Scruggs. Qui est un banjoman, de toute façon. Et c'est excellent. Il y a John Baez, qui est marrante comme tout. Elle fait You Ain't Going Nowhere de Dylan, mais elle se paie sa fiole et limite Bob Dylan, et elle le fait très très bien. Ooh-wee, ride me high. Tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, how are we gonna fly down in the easy chair? Clouds so swift, the rain don't lift, the gates won't close. Genghis Khan, he could not keep all his king. Supply the sleep, but climb that hill, no matter how steep, but we still ain't going nowhere. Elle chante aussi Blowing in the Wind, très très beau parce que l'accompagnement est très rustique, avec sa voix angélique. Oui, ça fait ton sur ton, c'est pas mal du tout même. Donc il y a Earl Scruggs, Nitty Gritty Gritty Band, The Birds, Doc et Merle Watson. Donc c'est bluegrass, mais c'est aussi, ouais, c'est un peu rock, c'est chouette franchement, mais c'est très rustique. Mais c'est pas bluegrass, bluegrass à la papa, c'est, oui, c'est une sorte de picnic gathering. C'est sympathique, bon esprit. Et il y a Ramblin' Jack Elliott qui nous reprend Me and Bobby McGee de manière, oui, scrofuleuse. Et vraiment, il se peine au tilleul, lui. Hein. J'ai jamais vu ça quand même. Il la reprend par-dessus la jambe. Hein. Il n'avait même pas les paroles, il se lance là-dedans. Alors, il y a plein de coïncidences en ce moment. Là, je vais faire une vidéo sur Prince et aussi The Grateful Dead. Qu'est-ce qu'il vaut mieux écouter? On va essayer de répondre à cette question. Mais il y a eu tellement de coïncidences. Par exemple, je suivais un cours de dessin, comme il m'arrive de temps à autre. Et elle avait mis sur son téléphone une playlist, et il y avait Janis Joplin qui chantait justement Me and Bobby McGee. Et j'en avais parlé parce que j'avais reçu ce CD de Chris Christopherson. De toute façon, j'allais le remontrer puisque j'ai payé 9 € de frais de douane. Donc je vais l'amortir. Hein. C'est quasiment toutes les vidéos, je vais en parler. Hein. Parce qu'il ne faut pas déconner, quoi. Il faut que je rentre dans mes frais. Et donc, autre hasard, là-dessus, il y a Stephen Bruton qui joue de la guitare. Bon, bah, c'est un jeune qui est sur scène avec Chris Christopherson, qui est sur ses disques. Et en fait, il a un groupe. Bon, je ne savais pas, hein, mais il se trouve que c'est lui qui est dans The Resentments. J'ai commandé l'autre fois. Il est dans The Resentments avec Scrappy Judd Newcomb, qui est un guitariste et producteur américain. Un jeune, lui aussi. Donc je me dis, c'est dingue quand même. Parce que Scrappy Judd Newcomb, je ne pensais pas qu'il était là-dedans. Ça, j'ai acheté par une toute autre voie. Et Scrappy Judd Newcomb, c'est lui qui a produit ce disque, de Sled Cleaves, que j'ai montré la dernière fois.
Donc les hasards s'entrechoquent. Et alors l'autre hasard dont j'ai été témoin, c'est que j'ai commandé un disque de Kenny Jefferson Kay, non, John Jefferson Kay. C'est pas ça, mais à peu près. À peu près c'est ça. Et ben c'est le père du mec qui chante là-dedans, dans Stir Fried. J'ai montré. Il y a une sorte de gumbo de la Nouvelle-Orléans. Et c'est un jam band, un peu comme The Grateful Dead, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est dingue, on a l'impression d'être... oui, on a l'impression d'être tous... Oui, on croit qu'on est tous sur la même planète. Oui, c'est un peu ça. Le seul qui n'est pas sur la même planète, c'est Prince. Et là aussi, coïncidence, j'ai trouvé ça à la bourse aux disques. Et j'en ai commandé un autre, ça c'est son 4e album. J'ai commandé le 3e, Dirty Mind. Et ça c'est la suite. Alors, je me suis dit, je vais attendre pour tourner la vidéo de recevoir le 3e. Comme ça je fais vraiment, je montre les 2 disques. Et après je me suis dit non, parce que le 3e, Dirty Mind, il est en slip, avec un perfecto. Et en plus, il pose avachi sur un canapé avec des barésilles. Donc je me suis dit, ça c'est pour la chaîne, c'est pas bon. Pour le charisme. Oui, on est des bonhommes quand même. Oui, donc on va pas montrer n'importe quoi. Donc voilà, je ne le montre pas. Il y a une chanson qui s'appelle Sister, où apparemment il couche avec sa sœur, mais c'est métaphorique. Hein, c'est le sexe, c'est Prince, c'est le sexe d'un autre monde, qui n'existe pas encore. Hein. Je sais pas si c'est bien, si c'est... Oui, mais en tout cas, voilà. On va pas essayer de rentrer dans son psychique, son psyché. Non, c'est pas ça, psyché, arrêtez. Donc voilà, on va pas chercher à comprendre tout ce qu'il raconte sur le sexe. D'autant que ça, le 4e, bon, au niveau de la musique, c'est un peu new wave, hein, c'est un peu... C'est du funk à la Francis, mais un peu rock and roll quand même. Ça fait un peu new wave-ish. Et moi j'adore, c'est vraiment bricolé. Ce mec est excellent. Et là, c'est pas sexe à fond, c'est sexe et politique. Voilà. Protest song. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est sorti, comme par hasard, en 1981, élection de François Mitterrand. Hein. Donc, Controversy, ça jette une autre lumière sur ces chansons-là. Hein. Et là-dessus, je ne sais pas quoi vous conseiller. Controversy, Jack You Off, je ne sais pas. Mais tout est bon. Et en plus, ça a le bon goût de ne pas être super long. C'est des albums assez courts. Donc ces 2 albums-là de Prince, le 3e et le 4e, ah, il est vraiment... oui, il est choupi quand même. C'est un vilain, c'est un... Oui, c'est un fâcheux, mais il pousse le bouchon un peu loin, mais il est choupi quand même. Et moi, ce que j'écoute en ce moment, c'est ce disque-là que j'avais acheté pour 15 €. C'est une bonne affaire, parce que dis donc, il y a les... Eh bien, il dit oui, mais mon gars, oui, il y a les démos dessus. Alors, honnêtement, je n'écoute pas les démos. J'en suis pas encore là. Hein. L'album lui-même, j'ai déjà du mal à le digérer. Parce que c'est quand même intense et assez sombre. Mais c'est très beau quand même. Hein. Au niveau musicianship, arrêtez par les Français. Enfin, c'est un album... voilà, il faut prendre son temps, quoi. On va dire, j'ai écouté ça... c'est pas comme Nicole Croisille. Oui, votre copine. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, c'est plus immédiat, Nicole Croisille. Je ne veux pas dire le contraire. Alors,
Farceur et filou, mais ça c'est quoi? C'est Prince? Attendez, parce que Perrin avait écrit une bafouille. Farceur et filou, fanfaronnade au visage chauve, philosophie du magazine Playboy, je valide. N'ayez pas peur, hein, c'est Perrin. Hein. Jean-Paul II le disait, n'ayez pas peur. Et oui, j'ai été à Plouermel, en Bretagne. Il y avait une grosse statue de Jean-Paul II en cuivre ou en... Enfin, c'est énorme. Ça a été fait par un artiste des pays de l'Est. C'est marqué dessus, n'ayez pas peur. Effectivement, il est bon de le préciser. Alors une autre fanfaronnade, pour reprendre votre expression. Alors, comment elle s'appelle déjà? C'est Diane Klouk. C'est pas Klug, hein. C'est Klouk. Diane Klouk. Ou Klouk. Bone Set. Et j'adore cette pochette. Je l'avais acheté pour ça, hein, je vais pas mentir. Et après j'en ai acheté d'autres. Et même Joseph Isola était lui rentré dans le wagon de Diane Klouk. Donc il a ça aussi. Peut-être pas celui-là, mais... Et ça c'est très bon, mais c'est très court comme album. Elle fait comme Prince. Et j'aime bien, ça fait comme un herbier. Regardez la petite sirène. Avec son soutien-gorge en noix de coco. Oui, ses cheveux filasses. Ils sont publiés. Arrêtez, vous êtes où là? Bonne set. C'est vraiment très joli. Hein. C'est de la kitchen music. Elle fait ça chez elle. Il y a des jours, elle prépare un gâteau pour ses enfants, je suppose. Il y a d'autres jours, elle enregistre un truc. La passoire est la même. Elle met la passoire devant le micro. Et c'est pas mal. Il y a une certaine magie. Mais c'est pas évident non plus. Hein. C'est un peu plat aussi. Il ne faut pas croire que ça va vous illuminer le coco. C'est quand même compliqué. Hein. Mais parfois, il y a des étincelles. Hein. J'ai trouvé ça très beau. Les premières fois, je les ai écoutés. Alors, plus simple, plus quasiment honteux, et oui, il est honteux de le dire, effrayant, troublant, monté en chignon. Non, ça c'était Diane Klouk qui était monté en chignon. Là, il n'y a pas de chignon, c'est un carré bien propre. C'est Ali McBeal. Voilà, cachez ça, arrêtez. On a encore le droit de parler. On a encore le droit de dire les choses. Donc en fait, c'est Vanda Shepard qui est la femme. Donc sortez votre carnet rose. Hein, c'est la femme de Mitchell Froom. Non, mais c'est bien produit, oui. C'est sa femme. Et donc elle reprend des choses. Elle a ses propres chansons. Elle chante super bien. Alors ceux qui n'ont pas suivi la série, c'était une série sur des avocats à New York. Un cabinet d'avocats. C'était rocambolesque. Hein. C'était farfeluche. Et bon, bah, c'est de la pop mélancolique. C'est très très propre. C'est froumien, comme je dirais. Mais c'est très joli. Voilà, donc elle est connue grâce à la série. Mais c'est vrai que c'est irrésistible. C'est romantique et de bonne aloi. Moi, je ne m'en suis jamais lassé. Mais il faut dire aussi, à ma décharge, j'enregistrais en VHS la série quand elle passait sur M6, parce qu'elle passait vers les 23h. Donc je programmais le magnétoscope. Et ma mère, elle dormait en bas, elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces bruits ?» Et en fait, c'est le magnétoscope qui faisait et qui commençait à enregistrer. Et à minuit et demi, ça se coupait. Donc moi, j'étais dans mon lit, j'entendais, je dis « Oula, c'est bon, ça s'est déclenché. » Parce que je ne voulais pas rater les épisodes. Et ce qui est marrant, c'est que 5-6 ans plus tard, mon frère m'avait acheté des DVD du début de la série. Et j'avais trouvé ça effrayant, de nullité, et complètement has-been. Donc ça a vieilli en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand on était... Enfin, sur le coup, c'était passionnant cette série.
picture of the boy next door, and I loved him more than words could say. Never knew it till he moved away. Faded pictures in my scrapbook. Just thought I'd take one more look and recall when we were all in the neighborhood. Yeah, 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 yeah. Here's a photo of the neighborhood. Here's the corner where we stood. Here's a snapshot of Dad's old car. Alors ça, c'était mon petit topo sur Prince, l'univers de Prince. Oui, et d'Animal Bill, arrêtez. Oui, et les gens ont fait la part des choses. Je vais parler maintenant d'un groupe que je ne connais pas. Ça va être un deep dive, j'appelle un deep dive, sur The Grateful Dead. Eh bien, document suivant. Tout de suite, monsieur. J'ai un petit problème. Il était absolument déchaîné contre la clique royale, je cite. Non, déjà vu. Et il en a tant fait qu'on a fini par le rappeler à Paris. Saint-Quentin est à droite, au centre sa femme. Je vais maintenant aborder un sujet délicat, parce que je n'y connais rien, mais je vais en parler quand même. C'est l'engagement de cette chaîne. Je vais parler du Grateful Dead. Dans Grateful Dead, j'étais à la convention des disques la semaine dernière, et il y avait un type qui abordait un vendeur et qui disait « ça c'est mon groupe ça ». Il regardait les Grateful Dead. Et là, il s'est en suivi une discussion de 10 minutes. Donc j'essaie de capter ce qu'il disait. Mais c'était un mec qui fumait le chichon, oui, tout à fait. Donc tout ça pour dire que Grateful Dead, il y a énormément de matos. Donc moi, ce que j'avais choisi, c'est cette compilation de chez Rhino. Parce que Rhino, ils font des bonnes remasterisations. Et c'est un best-of des albums studio. Vous voyez, de ce groupe de San Francisco, tout à fait Perrin. Vous voyez, Perrin, là, le petit puits de science de la musique. C'est super. C'est un peu soft rock, je dirais, comme ça, en n'y connaissant rien. C'est pas du tout psychédélique, jamming, Houtenani, comme leurs prestations live. C'est des chansons assez courtes finalement. Il y a des bonnes paroles de Robert Hunter, qui est un super parolier. Donc, que vous dire? Et je trouve même que les chansons récentes sont de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de singles potentiels. Si la radio, notamment France Inter, voulait, à la place d'une chanson de Bertrand Belin, mettre un titre des Grateful Dead, ça pourrait enflammer le pays. Parce que c'est très très bon, notamment Standing on the Moon, Touch of Grey, Estimated Prophet, Eyes of the World. Moi j'aime bien Casey Jones aussi. Box of Rain, non, il y a un super truc. Alors, je ne connaissais pas du tout. Donc ça c'est une super intro. 2 CD, très belle chanson. Mais je voulais avoir aussi le côté live. Donc ils ont sorti une deuxième compile, live. Non, c'est pas celle-là, c'est celle que je viens de montrer. Donc une deuxième compile en 2 CD, des lives de Grateful Dead. Alors j'ai regardé les critiques, et donc j'ai étudié la question, étudié, et finalement j'ai payé plus cher, mais je me suis tourné vers ce coffret, superbe, hein, au demeurant, qui s'appelle So Many Roads, 1965-1995. Donc là, c'est des lives. Donc il y a 7-8 chansons par CD, 1h15 par CD. Donc il y a environ 6 heures d'écoute. Et c'est des morceaux assez longs. Du coup, là, ils font durer le suspense. Et ce qui est sympa, bon, bah, vous avez le livret avec de très belles photos. Et toute l'histoire du groupe. Donc ça, c'est déjà pas mal. Là, vous avez un livret avec l'explication de chaque chanson et pourquoi ils ont choisi telle version. Parce que c'est un peu comme Bob Dylan ou certains artistes comme ça, où il y a des bootleggers qui passent leur vie à enregistrer les concerts
Ils enregistrent tout, même les répètes, les chutes de studio. Donc après, ils discutent des heures et des heures et des heures à savoir quelle est la meilleure version. Et donc apparemment, ce coffret est très très bien fait. On a affaire à des spécialistes. Hein. Donc il y a 5 CD. Et ce qui est sympa, c'est que ça mélange les périodes. Donc de 75 à 95. Ça fait 30 ans quand même. Hein. Et donc le son n'est pas le même, ils évoluent. C'est pas du tout la même musique, hein, si vous regardez bien. Même s'ils reprennent certaines chansons, mais dans des versions différentes. Au début, le premier CD, c'est les années 60, donc c'est assez psychédélique. C'est assez sympa au niveau de la batterie. La batterie, elle sonne pas comme une casserole, ce serait péjoratif, mais ça sonne super bien, mais c'est vraiment organique. Je ne sais pas si on peut le dire. Et pareil, la guitare de Jerry Garcia, une chanson de Squeeze, où le titre dit je jouais avec des trains électriques en écoutant Jerry Garcia. Une très belle chanson, Electric Trains par Squeeze. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Si, ça a tout à voir, il parle de Jerry Garcia. Donc Jerry Garcia, le guitariste originel, me semble-t-il, qui a traversé les 3 décennies. Et au départ, son jeu de guitare, c'est sympa parce que, je sais pas, il est pas lyrique, il s'enflamme pas comme David Gilmour ou je sais pas qui. Il a vraiment un jeu assez plat, mais très mélodique. C'est-à-dire que c'est des phrases, il fait pas de gros effets. Du coup, il n'a qu'une façon de s'en tirer, vu que les solos sont très longs, c'est d'essayer de raconter une histoire avec sa guitare. Et donc quand il est vraiment dedans, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est très joli ce qu'il fait. C'est comme s'il tricotait des chaussettes, ou s'il faisait des spaghettis. Voilà, c'est le style nouille. Voilà la structure spaghetti des solos de Jerry Garcia. On a ça. Oui, Perrin, vous nous écrirez un PDF. Perrin vous écrira un PDF là-dessus. C'est un très bon sujet. C'est marrant parce que le son de guitare n'est pas saturé. Il n'est peut-être pas clair comme un ruisseau de printemps, si vous voulez, mais il y a peut-être un peu de crunch. Mais c'est vraiment ouais, comme sorti de l'ampli, comme de la peinture qui sortirait d'un tube. Donc c'est très simple, assez psychédélique au départ, les années 60. Après, deuxième CD, ça change, ça devient plus progressif, on dirait. Il y a plus d'interaction entre les instruments. On sent que c'est plus pensé et qu'ils se connaissent de mieux en mieux. Donc c'est très impressionnant et je comprends que les gens les suivent. Essayez de voir ce qu'ils font, essayez de voir ce qu'ils cuisinent. What are you cooking on stage? Franchement, c'est super. Voilà, donc et je me demande, comme sur les versions studio, si je ne préfère pas encore la dernière mouture du groupe. Je me demande s'ils ne se sont pas améliorés au fur et à mesure. Alors peut-être que les fans historiques pensent exactement le contraire. Ils sont peut-être nostalgiques des débuts du groupe. Voilà, surtout s'ils ont assisté à des jams. Bon, bah, c'est sûr que voilà quoi. Mais moi, avec une oreille un peu neuve comme ça, je dirais qu'ils ont bien... Ils n'ont rien perdu, en tout cas. Ils n'ont rien perdu de leur talent. C'est vraiment très très bon. Et donc, je suis content de ce coffret 5 CD. Je ne regrette pas. Pas du tout. Et après, une supposition que je vais y aller encore plus loin. Parce que là, ils n'ont pas voulu faire de doublon avec une série. Une série où il y a, je crois, 14 épisodes, 14 CD voilà, d'archives. Sachant que le son est bon parce que c'est du soundboard. Et en fait, ils avaient placé les micros. Enfin, tout est fait pour... c'est pas un enregistrement pirate, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de bootlegs qui circulent sur Grateful Dead. Mais ça, si c'est pas officiel, il n'y a pas eu de sortie à l'époque. Mais ils avaient enregistré dans des conditions tout à fait favorables. Et ça se sent. Et parfois, on n'entend pas le public. Donc ça m'étonnait, mais je me dis, ils ont peut-être pas mis le bruit de fond, ils ont peut-être mis juste les instruments. Et non, parce qu'il y a aussi des choses qu'ils ont fait en live, mais en studio. Donc ils se sont enregistrés.
Ils ont gardé les bandes. Ils ne s'en sont pas servis, mais voilà, ils ont tombé là-dessus. C'est très très bon. Franchement, et après, ça dépend du groove qu'ils installent au départ. Hein. Des fois, il y a des chansons, bon, ça peut paraître un peu longuet, mais parfois, ils sont sur un groove, mais complètement génial. Ça dure 10 minutes, là. Mais oui, quel pied, Perrin. Donc voilà, ça, je suis très content d'avoir acquéru du verbe... Oui, acquérure. D'avoir acquéru ce coffret. So Many Roads. Alors après, il y a de tout, hein. Il y a le double best-of de chez Rhino. Il y a ça. Il va y avoir un autre coffret avec 10 CD, un autre coffret avec 20 CD, un autre coffret avec 99 CD. Enfin, c'est du délire, un Grateful Dead. Et je parle même pas des vinyles. Là, mais bon, je ne me vois pas voir ça en vinyle, parce que ça ferait une douzaine de vinyles. Donc, merci bien. Hein. Là, au moins, on se met un CD et on sait que pendant 1h15, on va être dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et voilà, il n'y a pas besoin de tourner la galette. Hein. Voilà. Non, il n'y a pas de phase B sur les CD. Vous débarquez ou quoi, vous? Oui, je vous l'ai dit déjà. Oui, c'est la base. Hein.